Depuis le 24 février 2022, les grands médias occidentaux et leurs experts attitrés ont abreuvé leurs auditeurs dans le monde entier d'un même et unique discours stipulant qu'une victoire de la Russie en Ukraine constituerait une défaite de l'Europe, dont en particulier de la France et de l'Allemagne. Mais qu'en est-il vraiment? En effet, d'un point de vue géopolitique, en tenant compte de l'asservissement de l'Europe aux puissances anglo-saxonnes, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est une victoire de la Russie en Ukraine contre les États-Unis, OTAN et Union européenne qui offrira des possibilités stratégiques à tous les pays européens désireux de recouvrir leur souveraineté politique, économique et militaire pour quitter le giron de la domination globaliste américaine. Évidemment, si les pays européens, notamment la France, seule puissance nucléaire du continent, se décident à reprendre en main leur destin. La perspective de la victoire russe en Ukraine s'affirme de plus en plus clairement, provoquant un sentiment de panique en Europe au sein des élites politiques et médiatiques qui voient l'horizon de l'adhésion de Kiev à l'OTAN et à l'Union européenne s'éloigner inexorablement. Dans ce contexte, il est tout à fait évident que l'Union européenne et ses États membres sont incapables de remplacer les États-Unis si Donald Trump décide dès son investiture de baisser ou voire de supprimer l'aide financière et militaire américaine à Kiev, au-delà d'une période limitée de quelques mois à une année. Le monde multipolaire promu et défendu par les grandes puissances eurasiatiques, la Chine et la Russie en tête, serait plus avantageux pour l'Europe car il lui donnerait plus de marge de manœuvre pour regagner sa souveraineté et s'épanouir, notamment avec un pivot vers la Russie et la Chine. Le projet unipolaire US a au contraire pour vocation à établir une hiérarchie des civilisations dans laquelle les Européens sont en fin de compte toujours une sous-catégorie, tandis que le projet multipolaire sino-russe, qui repose sur l'Europe des nations et la diversité des civilisations, est en phase avec le projet géopolitique d'indépendance nationale promu par le général de Gaulle au profit de la France durant la guerre froide, qui peut être appliqué à l'Europe entière. Les conflits armés et l'instabilité politique en Afrique subsaharienne ont entraîné des conséquences catastrophiques sous la forme de migrations massives, de profondes crises humanitaires et d'un fort ralentissement du développement économique. L'effondrement de l'ordre public, la destruction systématique des infrastructures, depuis les biens de première nécessité jusqu'aux établissements de santé et d'éducation, ainsi qu'une fuite massive des investissements conduisent à une forte augmentation de la pauvreté et à une forte détérioration de la qualité de vie des populations. La faim, la propagation des maladies et le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé deviennent une réalité tragique pour des milliers de personnes. Cette situation augmente considérablement la vulnérabilité de la population au recrutement par les groupes armés. Le désespoir, la pauvreté et le manque de perspectives poussent les gens, en particulier les jeunes, à rejoindre des groupes armés qui leur offrent souvent le seul moyen de survivre ou de venger l'injustice. Cela crée un cercle vicieux de violence dans lequel le conflit conduit à une crise humanitaire qui, à son tour, augmente la vulnérabilité de la population et provoque de nouvelles violences. Ainsi, la situation actuelle au Moyen-Orient, marquée par la chute du pouvoir Assad en Syrie, ne laisse rien présager de bien ou aucune amélioration pour certaines régions d'Afrique qui pourraient voir arriver des centaines de combattants djihadistes en quête de redéploiement. Ainsi, la victoire de la Russie en Ukraine, qui serait indéniablement celle du nouveau système et paradigme multipolaire et multilatéral dans les relations internationales, est-elle la chance qui s'offre à l'Europe et à l'Afrique pour se réinventer? Alors, pour répondre à cette question fondamentale, j'ai l'honneur de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida II en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, Monsieur Kamel, et
et de passer à travers vos ondes euh, pour atteindre justement nos chers auditeurs et téléspectateurs, au même titre. D'accord. Eh ben, je vous remercie, et tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, Abdelkader Soufi. Une victoire de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie, c'est-à-dire si on essaie de voir la chose d'une manière inverse, avec l'effet miroir, c'est pas la Russie qui gagne, mais c'est l'Ukraine. Alors, une victoire de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie serait avant tout, donc, et évidemment, une victoire des États-Unis contre la Russie. Alors, outre le prestige donc renforcé des États-Unis, ces instruments, l'OTAN et l'Union européenne otanisée, bénéficieraient d'un statut de domination, certainement absolu, pour structurer l'Europe et son avenir et l'Eurasie, selon la vision géopolitique unipolaire et dominatrice de Washington. Alors, l'objectif géopolitique des États-Unis n'a-t-il pas toujours été de fragmenter le continent européen et eurasien pour maintenir leur hégémonie sur l'Europe et le monde? Et puis, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 par Washington pour couper les liens énergétiques et géopolitiques entre l'Allemagne, la France et la Russie n'est-il pas l'exemple édifiant de cette géopolitique? Et in fine, en quoi l'Europe serait gagnante? Voilà, au fait, on essaie de faire d'abord une analyse de la géopolitique de cette guerre en Ukraine. Et il faut partir du principe que tout le monde donc, voit cette guerre où elle est souvent perçue comme étant un conflit direct entre l'Ukraine et la Russie. Mais en réalité, elle revêt surtout la dimension géopolitique. Et cette dimension géopolitique, elle est plus large, notamment en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique et leur influence en Europe. Une victoire effectivement de l'Ukraine pourrait être interprétée comme une victoire des États-Unis contre la Russie et renforcer ainsi je dirais, le prestige américain et consoliderait cette structure ou ces structures de l'OTAN et de l'UE dans la région, sachant que moi, j'ai toujours dit que la première colonie américaine a été l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec les différents plans, le plan Marshall et aussi le plan de l'OTAN. Maintenant, cela aurait pu être un scénario, je ne dirais pas catastrophique pour l'Afrique, car donc l'Afrique subit les conséquences d'un ordre mondial où les Africains, le reste du monde, étaient absents. Cependant, ça aurait pu être aussi effectivement un revers pour la Russie, pour la Chine, pour les forces émergentes. Sachant que cette guerre en Ukraine était une guerre de survie et d'existence d'abord pour la Russie, parce que être ou ne pas être, nous savons que ce qui se passe en Ukraine n'a jamais été un conflit réellement donc direct entre l'Ukraine et la Russie, mais a été toujours une machination de telle sorte que l'Ukraine est devenue une case de jeu d'échecs, une case de guerre dont le monde a été un instrument qui a été manipulé. Je dirais que les finances de cette guerre, la pression de l'Union européenne derrière des États-Unis d'Amérique a fait que les Ukrainiens étaient obligés d'aller jusqu'au bout, bon gré, mal gré eux, car ils n'avaient pas le centre décisionnel entre les mains ou entre leurs mains. Et les plus grands perdants aujourd'hui, je dirais que c'est l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne? Parce que la, euh, euh, la fin de cette guerre va engendrer une crise économique sans précédent en Europe, car les Européens étaient obligés, d'abord, en plus des Américains, de financer, mais de supporter la guerre
car même les fonds américains injectés seront remboursés par les Européens, non pas par les Américains. Ensuite, vous savez très bien que les restrictions américaines sur l'Union européenne en matière de commerce avec la Russie a été défavorable aux Européens, sachant que les Européens achetaient l'énergie 4 fois plus cher aux Américains et ne pouvaient pas, ou n'avaient pas leur décision entre les mains. Les plus grands perdants, c'est bien sûr la France et l'Allemagne qui sont les locomotives, mais ce qui est sûr que cette fin de guerre qui approche va, va consolider les acquis d'un nouvel ordre mondial, car je pense que nous sommes dans la fin d'une période transitoire d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Les Américains eux-mêmes, je pense que pour eux, le plus important était de conserver un mode hégémonique ou conserver une position avantageuse dans cet ordre mondial. Je crois que euh, Trump, qui est plus un visionnaire, euh, j'allais dire économique et industriel, plutôt, donc qui cherche donc plus dans cette façon de gagner de l'argent au détriment des valeurs libérales. Et là, ça se dessine avec déjà les, les, les directives ou les déclarations de Trump bien avant Ouais. d'arriver Et à au ça, on pourrait aussi ajouter le fait que les armements qui sont envoyés par les Européens aux, en à Ukraine. l'Ukraine, et ils seront remplacés par des armements qui seront achetés aux États-Unis, parce que le complexe C'est ce que j'ai dit. militaro-industriel C'est ce que euh, j'ai dit. européen est complètement en déliquescence. Bien, C'est ce que, c'est ce que, oui, Alors, avec l'élargissement de l'Ukraine donc à l'OTAN et, et l'Union européenne, qui serait donc facilitée par une défaite, soi-disant, de la Russie, qui est le fer de lance nord des États-Unis, deviendrait un outil de contrôle total sur l'Union européenne et l'OTAN par Washington. Et la suprématie géopolitique définitive des États-Unis en Europe, avec la domination d'un axe qui est euh, construit sur la relation entre Washington, Londres, Varsovie et Kiev, auquel se raccrocheraient l'Allemagne et l'Italie, et marginalisant donc définitivement la France, pourrait être facilité. Et rappelons encore une fois que la France est la seule puissance nucléaire du continent européen, et donc c'est la seule qui peut euh, vraiment faire avancer l'idée d'une indépendance stratégique et d'une puissance de défense strictement européenne. Et la vision gaullienne donc d'un équilibre européen et la possibilité de contrebalancer l'Europe américano-allemande serait donc rendue impossible. Donc, donc, ce qui veut dire que c'est ce schéma actuel, avec un basculement vers les pays de l'Est, qui va continuer. Alors, Abdelkader Soufi, ce scénario pourrait-il cristallisé pour plusieurs décennies le statut justement de périphérie géopolitique de la France et des autres nations européennes membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et puis, en quoi la victoire russe en Ukraine changerait la donne? en fait, la question, elle est complexe parce que si on peut parler de la France, il faut revenir d'abord à cette crise qui touche de plein fouet la France et qui est multidimensionnelle. Aujourd'hui, il y a une crise politique sans précédent qui pourrait ramener avec elle la chute de la Ve République. Absolument. La France n'est plus cette puissance qu'elle fut ou qu'elle a été jadis, car elle a perdu beaucoup de sa splendeur. Et je crois aussi, si vous regardez bien, dans cet ordre euh,
de superpuissance et qui est vue en matière de sous-traitance française pour justement les Américains un peu partout à travers le monde ne l'est plus. Les Français ont été en Afrique, ils ont été piétinés dans leurs intérêts en Syrie, au Liban, et ils ont été évincés du marché des sous-marins en Australie, et aussi donc leurs intérêts sont bafoués dans la région de l'Inde. Ceci veut dire que la dimension aujourd'hui des grandes puissances qui se disputent cette nouvelle ordre mondiale exclut quelque part les Français, quand bien même les Français, comme vous l'avez si bien dit, et la France étant la seule puissance nucléaire, mais ayant aussi un droit de veto, il ne faut pas oublier, pour l'Union Oui, européenne, absolument, c'est oui. le seul État qui a le droit de veto. Au passage, je dirais que ce droit de veto n'a pu avoir lieu que grâce à la signature de 14 pays africains, Mhm. car c'est un veto plutôt africain au profit de la France. Faut le rappeler. Maintenant, la donne, elle est ce qu'elle est. Je vous rappelle que les Français ont perdu leur guerre de Napoléon. Ils ont perdu la Première Guerre mondiale, ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils ont toujours été dans les devants de la scène quand il s'agissait de refaire l'ordre mondial. Je dirais que c'est un État vassal au profit de l'anglo-saxonie qui est là et qui doit être pour faire des interdire un rapprochement surtout entre germains et slaves, pour interdire un rapprochement entre l'Europe de l'Est et la Russie. Cela représenterait un danger majeur d'autant plus que les grandes puissances militaires, économiques, industrielles, technologiques sont là. Et cela veut dire que la création de la sorte gênerait beaucoup donc les plans et la visée hégémonique américaine. À partir de ce point de vue, je dirais que aujourd'hui, l'Ukraine, hier, ça a été l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Quand l'Allemagne a été scindée en deux, c'est toujours le plan de containment. Ce plan qui a été mis en place et qui veut qu'on on pousse au retranchement toute puissance régionale ou internationale susceptible de menacer les intérêts occidentaux. À partir de cela, d'un point de vue géopolitique, tout se comprend car euh, avoir une mainmise sur l'Ukraine, ce n'est pas que, j'allais dire, avoir une fer de lance, mais surtout avoir une position géostratégique par rapport aux différentes mers qui sont là, le contrôle total des, des puissances et des nations de la région, mais surtout avoir à faire un embargo comme s'il a été exercé, par exemple, sur la Russie, comme il a été exercé sur la Syrie de Bachar el-Assad, comme il fut avec l'Irak ou autres. Cela s'explique en définitive par cette guerre de positionnement ou de repositionnement où seules les grandes puissances maintenant, où seules les nations, je dirais, qui ont des atouts euh, d'autosuffisance, qui ont des atouts de persévérance, de sauvegarde, auront le dernier mot. Et je dirais que Justement, par euh, rapport à ça, à Abdelkader Soufi, c'est le fait que, justement, une victoire de la Russie en Ukraine, justement, peut donner cette fenêtre de tir, euh, laisser apparaître cette fenêtre de tir pour que l'Europe puisse se défaire de la domination anglo-saxonne.
Non, mais justement, je disais que donc, seules les nations capables de survivre à cette guerre euh, euh, hémorragique pourront avoir le dernier mot. Maintenant, l'Union européenne, vous savez très bien que l'Europe, en matière de ressources, ce n'est pas très, très, très riche. Ensuite, donc, ils auront à choisir entre un potentiel regain, donc une deuxième vie, et ils auront à choisir entre les différents acteurs qui D'accord. font le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les nouveaux blocs. Et là, nous avons vu que déjà les Européens n'étaient pas fermés à une relation avec la Russie, bien au contraire. Avant la guerre d'Ukraine, il y avait du commerce, il y avait des relations qui étaient là. Et ils étaient ouverts aussi à la Chine. Il y a beaucoup de trade, beaucoup de commerce avec les Chinois, notamment le projet de la route de la soie, dont des pays comme l'Italie ont été les premiers pays D'accord. européens à s'ouvrir à cela. Donc, je dirais que l'Europe serait un grand marché qui sera scindé entre les puissances économiques de demain. Ce D'accord. serait une possibilité pour la Russie d'avoir une pénétrante ayant réussi sa guerre en Ukraine, mais surtout ayant vaincu une menace existentielle. D'accord. Donc, Bien. effectivement, elle sera différente. Mais cela n'exclut pas et n'exclura pas la présence américaine en Europe, car donc l'Europe sera ouverte à, à- à ciel ouvert à toutes les puissances. D'accord. Mais par contre, je ne pense pas que l'Union européenne puisse revenir ou les Européens puissent revenir au point culminant qu'ils ont atteint des dernières décennies. D'accord. Bien. Alors maintenant, j'aimerais évoquer justement le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Euh, Et avec lui, la place de l'Europe, en particulier les États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, sera certainement, enfin, s'il met en application tout ce qu'il dit, sera certainement celle d'une périphérie géopolitique qui doit certes être capable d'assurer sa défense, mais en se fournissant principalement en armement américain et en s'alignant sur les priorités géopolitiques des États-Unis. Ça c'est clair. C'est Trump lui-même qui le dit. Et la Russie reste donc un adversaire contre qui les Européens doivent faire front afin de permettre à Washington de se concentrer sur la Chine, qui est considérée comme l'ennemi un d'un point de vue stratégique des États-Unis. Et Donald Trump, comme il le dit, n'aidera pas les Européens à regagner leur souveraineté et leur indépendance géopolitique. Et l'intérêt des États-Unis sous la nouvelle présidence, s'il réussit à désengager son pays de ce conflit qu'il a provoqué et qu'il a perdu, est de chercher à faire porter aux Européens de l'OTAN et de l'Union européenne le fardeau de leur politique de déstabilisation et leur transférer la responsabilité d'endiguer la Russie, c'est-à-dire la poursuite de la vassalisation des Européens en gardant le contrôle sur la doctrine géopolitique et consacrant la division de l'Europe. Alors, moi, ma question, comment expliquer l'aveuglement des gouvernements atlantistes au pouvoir aujourd'hui dans les pays européens, non seulement incapables d'une réflexion géopolitique indépendante, mais opposés à toute remise en cause de leur statut de supplétif, vassalisé, qui exigerait de prendre plus de responsabilités et d'oser penser par eux-mêmes. Vous savez, Rousseau parle souvent, donc il a parlé, il a théorisé la prise de décision. Et
Donc, à partir de cela, nous allons parler de la souveraineté européenne ou des États européens dans la prise de décision nationale. Et cela dépend de beaucoup de paramètres, notamment les paramètres internes et externes. Sauf que le paramètre externe est pesant et puissant et il définit les orientations des décisions, qu'elles soient celles des États ou que ce soit celles de l'Union. À partir de cela, nous comprenons que euh, la, le centre de souveraineté ou de décision ou la souveraineté des États est prise en otage par la force hégémonique qui dicte la conduite à tenir. Et, car le, les accords du plan Marshall et de l'OTAN, quelque part, ont influencé d'une façon négative sur les prises de décision européennes. Les États européens, euh, quels qu'ils soient, se voient toujours pris au piège euh, dans, dans cette structure qui les couvre et qui les guide. Je reviendrai maintenant à Donald Trump. Je pense que Donald Trump, d'abord, c'est un marchand. C'est quelqu'un qui commerce avec les autres et il cherche à optimiser ses intérêts. Les Américains, quant à eux, ou plutôt les États-Unis d'Amérique, la doctrine est simple. Elle ne regarde pas les États, mais elle regarde vers les régions. Et pour eux, donc, c'est comment on tirait profit d'une région. Et l'Union européenne a été la première région qui fut, j'allais dire, la bouée de sauvetage des États-Unis d'Amérique quand il y avait les grandes crises. D'abord, la Première Guerre mondiale a été salvatrice pour l'économie américaine. La Deuxième Guerre mondiale le fut aussi. Et cette guerre d'Ukraine et en Syrie ne l'est pas de moindre que ce qui s'est passé. Maintenant, euh, Donald Trump chercherait à faire des affaires, même avec les Chinois, il s'en fout, du moment que euh, l'affaire est gagnante. Cependant, il use d'un charisme qui pousse justement les chefs d'État à, à, faire machine arrière ou plutôt à prendre des décisions contre gré. On peut prendre l'exemple euh, du commerce donc entre la France et les États-Unis d'Amérique où il a menacé d'imposer les vins français et donc Mhm. Emmanuel Macron a fait marche arrière par rapport à cela. Euh, je pense que les 4 ans de Donald Trump seront un tout petit peu différents par rapport au premier mandat, car je pense qu'il aurait par rapport à son premier mandat, donc gagner un peu plus en expérience, mais la visée restera la même. C'est comment assurer un maximum de gains pour les États-Unis d'Amérique et par conséquent, donc, donner plus de valeur à la quote-part Donald Trump, car cela en dépendra. Et les actions américaines seront à la hausse, plus les actions de Donald Trump le seront. Donald Trump n'est pas pour un truc. Donc, c'est son dernier mandat. Et lui, comme c'est un homme d'affaires, il voudrait bien assurer une supériorité, plus peut-être une mainmise sur l'économie américaine de l'après Donald Trump, à l'image des Rothschild ou autres. L'Union européenne et l'OTAN ont été créées dans le cadre de la géopolitique qui a façonné la guerre froide. Donc, c'est un ordre qui est différent de l'ordre multipolaire actuel en formation. Donc, l'Union européenne et l'OTAN sont
des sous-ensembles de l'Occident capitaliste qui se sont maintenus sous l'ordre unipolaire américain. Elles se retrouvent aujourd'hui en difficulté et jouent leur survie face à un nouvel ordre géopolitique multipolaire où les peuples et les nations pourraient retrouver leur liberté vis-à-vis de la globalisation et l'américanisation inéluctable en évitant leur dissolution dans ce magma de la géopolitique des puissances maritimes anglo-saxonne. D'où donc la panique avec l'élection de Donald Trump s'il venait réellement à remettre en cause cet édifice. C'est à peu près ce que vous avez donc expliqué à la fin de la première partie. Alors, Abdelkader Soufi, la nouvelle administration de Trump va-t-elle vraiment s'éloigner des doctrines géopolitiques anglo-saxonnes, obnubilées donc par le contrôle de l'Eurasie et sa fragmentation, en redéfinissant la place des États-Unis dans un monde multipolaire? Ou sinon, c'est l'inverse qui sera fait. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je pense que l'histoire des États-Unis d'Amérique et les pères fondateurs ont mis en place une doctrine qui est basée sur ce qu'on appelle City Upon a Hill ou le manifeste destiné. Et que tous les Américains sont dotés d'une mission. Cette mission, c'est euh, étaler ou plutôt propager les valeurs du libéralisme et de la doctrine américaine à travers le monde. Chaque président qui est passé, c'est une pierre à l'édifice par rapport à une vision qui est plutôt mise en place par des think tanks et que chaque chef d'État a à choisir entre un, un ensemble de scénarios. Donald Trump ne peut pas sortir totalement sa touche, mais il reste toujours dans, j'allais dire, dans la doctrine américaine. Et pour ce faire, le plus important pour les Américains, c'est comment optimiser les gains, comment réussir à faire avec les autres, qu'importe le titre ami ou ennemi n'est pas un a priori chez les Américains. Il est, il est conjoncturel, au fait. Et donc, l'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain et vice-versa. Ce qui est important, c'est comment arriver à sa fin. Donald Trump, je pense qu'il n'est pas différent de cette vision-là. Mhm. Du moment qu'il arrive à imposer sa vision et sa loi, tout cela peut se passer d'une façon normale. D'accord. Euh, Alors, les bras de fer, les rares bras de fer que nous avons vus, je pense, lors de son premier mandat, où il y avait des équilibres et il y avait du respect de Donald Trump envers les autres, c'était avec le chef d'État de la Corée du Nord et c'était avec le chef d'État de la Russie. Mais pourquoi? C'est parce que le charisme joue un rôle important quand les chefs ne cèdent pas et ils sont autonomes et dépendants dans leur vision, cela ne pourrait en aucun cas influencer ce rapport. Mais d'accord. cela dit que, Alors, mais je voulais juste donc rappeler un fait et puis je vais vous laisser continuer votre développement. Alors, il y a quand même des signes que le monde n'est plus celui de la guerre froide ou celui de l'après-démembrement de l'Union soviétique quand les États-Unis étaient la puissance ou l'hyperpuissance dominante dans le monde. Et cela est est montré justement par les résultats du dernier sommet des BRICS à Kazan, qualifié donc d'événement majeur par beaucoup de spécialistes. Alors, il y a trois décisions, entre autres, hein, poussées par la Russie, confirment la thèse justement de la fin de l'ordre financier et monétaire international fondé par les Occidentaux, les États-Unis en tête, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
de la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que les Américains, actuellement, tout ce qu'il leur reste comme arme, c'est surtout le dollar. Et après viennent d'autres facteurs, mais essentiellement le dollar. Alors, les trois décisions, elles constituent en quoi? Alors, la première, c'est l'institutionnalisation d'une nouvelle catégorie de pays partenaires des BRICS. La deuxième, c'est la création du système BRICS Clear pour faciliter les échanges entre pays membres, mais aussi partenaires sans passer par le dollar. Et la troisième, la création d'une compagnie qui prendra en charge l'assurance et la réassurance des transactions et du transport. C'est la BRICS Reinsurance Company. Il y a également une autre décision importante, celle de constituer un marché des BRICS pour les produits alimentaires sur le modèle et en concurrence avec le marché de Chicago. Alors, c'est clair que le monde multipolaire, poussé par la Russie et la Chine, euh, est, est frontalement contre la domination. Pas forcément, les gens ne cherchent pas la disparition du dollar, mais en tout cas, ils veulent pas d'une domination du dollar. Alors, ma question, les BRICS sont-ils en train de retirer justement l'arme de l'hégémonie du dollar aux États-Unis? Et puis, quelle serait la réaction de la nouvelle administration américaine à cette nouvelle donne financière et monétaire internationale qui intéresse beaucoup de pays, notamment les pays africains? Regardez, vers, avant la fin durant la guerre froide, les deux superpuissances mondiales, c'était l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Toutes les deux étaient puissantes à un point que on pouvait dire que elles ont cette possibilité de, de dominer et de mener le monde vers un destin meilleur. Le titre hégémonique l'a été pour les Américains, il ne l'a pas été de puissance militaire. L'Union soviétique était beaucoup plus puissante. Pourquoi? Parce que la différence était justement dans cette partie de votre question, qui était la finance mondiale et l'économie mondiale qui était sous domination américaine. Et cela a fait cet ordre hégémonique américain qui a duré et qui essaie de durer jusque-là. L'avènement des BRICS ou les initiatives du BRICS sont perçues comme une tentative de retirer l'arme hégémonique du dollar. Et cela, donc, en facilitant les échanges sans recourir au dollar et en instituant un marché pour le produit et pour les produits, donc à travers le recours à des monnaies locales. C'est, je pense, le point le plus qui a été perçu comme étant l'arme la plus dangereuse. Jamais hésiter contre les États-Unis d'Amérique et qui menace de plein fouet euh, cette, aussi l'existence des États-Unis d'Amérique en tant que grande puissance. Il est tout à fait normal que l'on puisse savoir que les États-Unis d'Amérique puissent avoir recours à, j'allais dire, à des réactions pour empêcher cela. D'ailleurs, la réaction de l'administration américaine a été donc d'abord en exerçant une pression diplomatique sur l'ensemble des États et aller jusqu'à menacer les États qui ont recours aux BRICS ou qui ont recours à, à ces échanges en dehors du dollar. Ensuite, il y a eu aussi des sanctions économiques. Les sanctions économiques contre tout État qui commerce ou qui puisse aller vers le BRICS. S'il y a cette réaction, c'est qu'il y a, il y a feu à la maison, il y a un danger qui est perçu. Sinon, pourquoi une réaction de cette ampleur et pourquoi la réaction, elle est aussi énergétique? Cela veut dire que
si jamais les BRICS arrivent à, à maintenir ce cap, cela mettrait à mal Mhm. l'hégémonie américaine, mais pourrait donner euh, à réfléchir éventuellement à un monde bipolaire en Ouais, matière ouais. d'économie, en matière de finances. Et dans cette bipolarité, on pourrait avoir un monde multipolaire en matière de puissance Mhm. économique et en matière D'accord. de puissance militaire. Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu à l'Afrique pour voir quelles pourraient être les évolutions dans le cadre de cette géopolitique, de cette nouvelle géopolitique et dans le cadre aussi ou dans le contexte du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, l'Afrique, notamment centrale et saharo-sahélienne, est devenue un tremplin pour de nombreux groupes armés dont les motivations et les idéologies sont souvent étroitement liées. Nous avons l'État islamique au Grand Sahara, les groupes Seleka et Anti-Balaka en République centrafricaine, ainsi que de nombreuses milices locales dont d'autres parties de la région constituent tous de graves menaces à la paix et à la sécurité. Alors, ces groupes luttent activement pour le contrôle du territoire, des ressources et des populations, ce qui entraîne des niveaux de violence et de déstabilisation sans précédent. Et puis, les conflits ont souvent des racines ethniques, religieuses et politiques. Cependant, il existe une relation évidente entre le niveau des conflits armés et les indicateurs de développement socio-économique dans les pays de la région. Alors, ma question, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de spécialistes en matière de défense et de sécurité, c'est ce qu'à la lumière de ce qui se passe actuellement en Syrie, la victoire de la Russie en Ukraine et l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche changeront-elles les conditions en Afrique et permettant une action commune contre ces fléaux? Écoutez, l'Afrique, je dirais que c'est une vision complètement différente, en fait. Parce que Mhm. les États africains ont souvent été sous domination coloniale. D'abord, en présentiel. Après, ça a été la domination coloniale économique. Les pays africains ont été tenus notamment par ce qu'on appelle les accords coloniaux. Et ces accords coloniaux ont toujours agi contre les intérêts des États africains, d'où l'impossibilité de développement et l'incapacité des États de subvenir aux besoins de leurs concitoyens et aussi, et du coup, donc, ces États ont été incapables d'asseoir leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Les, la montée du panafricanisme, la nouvelle montée, plutôt la montée de nouvelles puissances régionales, donc rise telles que la Russie, la Chine, la Turquie, le Japon, le retour sur la scène politique de certains pays africains tels que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie, la réussite du Rwanda et de l'Afrique centrale, autant d'atouts et d'éléments qui ont perturbé la présence coloniale, notamment française, en Afrique, qui jouait la sous-traitance au profit des grandes puissances. Cela a fini par pousser ces États à chasser la France, euh, donc et faire évacuer les Américains ont été chassés euh, du Niger, du Tchad et aussi d'autres pays. Et cela explique alors une guerre multidimensionnelle. D'abord, elle est globale parce qu'elle oppose les grandes puissances par rapport à, à une même mise ou par rapport à des intérêts en Afrique. Une guerre aussi entre États souverains et puissances coloniales qui veulent maintenir la même mise et qui s'explique après par l'enrôlement de groupes terroristes, des bras armés au profit de ces puissances.
Et cela se traduit sur le terrain par une guerre sans merci qui prend des formes de groupes terroristes, donc autant de groupes terroristes et autant, je dirais, de services secrets euh, internationaux sur les régions. Ce qui arrive aux Africains, il est tout à fait normal. D'ailleurs, Karl Marx disait que quand les puissances, quand les États, quand les politiques supérieures se disloquent, ça libère les énergies à la base. Et ces énergies, elles deviennent sujettes à toute forme de radicalisme, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme religieux ou autre, le crime organisé. Donc, les gens sont enrôlés pour faire, pour subvenir à leurs propres besoins. En plus, la guerre de survie s'explique aussi par la désertification des pays africains, par le problème climatique, par la surexploitation de la matière première des grandes puissances, des multinationales, au détriment des nations et des peuples. Aujourd'hui, euh, les États africains, pour la première fois, ont à composer avec plus d'un acteur. Autrefois, ils étaient obligés de composer avec les puissances coloniales de par d'abord les accords coloniaux, ensuite, car c'était les seules alternatives. Aujourd'hui, des États comme le Tchad, comme le Mali, le Niger, le Sénégal, je dirais aussi la Côte d'Ivoire, le Rwanda, la République centrafricaine, ont à choisir entre plusieurs partenaires. Aujourd'hui, ils ont les Turcs, ils ont les Russes, ils ont les Chinois, ils ont les Français, ils ont les Américains, ils ont les Japonais. Et ils ont donc différents acteurs qui proposent un partenariat meilleur et correct par rapport à ce qui a été proposé jusque-là par les forces coloniales. Et donc, cela se traduit par une autre forme de guerre, car le terrorisme va prendre des dimensions beaucoup plus importantes pour interdire aux pays africains de marchander ou de faire affaire avec d'autres pays que ceux qui ont la même mise. Car, je vais vous dire, depuis l'éviction de la France de la région subsaharienne, donc sahélo-saharienne, l'économie française est en chute libre. Ce sont des centaines de milliards de dollars qui étaient gagnés, mais d'une manière facile dans ces régions. Ce Mhm. qui reste, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, nous avons parlé de la monnaie des BRICS, donc qui pourrait être celle des États, donc qui mettrait à mal le dollar. La France aussi use du franc CFA, le franc des colonies françaises Absolument, en Afrique. absolument. Donc, dans trois régions de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique du Centrafrique et dans l'Afrique de l'Est. Et que ces régions n'ont même pas la capacité de commercer entre elles. Si le CFA arrive à disparaître, donc c'est toute cette puissance que nous connaissons à la France qui disparaîtra. C'est pourquoi j'ai dit au départ, aujourd'hui, la France est en déperdition et et donc elle subit de plein fouet les revers de sa politique en Afrique, les revers aussi de sa politique interne. Et par conséquent, aujourd'hui, euh, l'Afrique qui émerge, parce que aussi, il faut dire qu'en Afrique, on réfléchit aujourd'hui différemment avec la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique Mhm. africaine, avec de nouvelles approches d'intégration, de commerce et d'intégration entre pays africains qui donnerait cette possibilité d'abord aux Africains d'avoir euh, une mainmise sur leurs propres ressources, d'avoir une forme de technologie qui leur permet de transformer la matière première, mais aussi surtout de choisir leurs partenaires économiques, leurs partenaires politiques, avec, euh, j'allais dire, en relation euh,
gagnant-gagnant. Et c'est ce qui est aujourd'hui le maître mot en Afrique. D'accord. Alors, euh, j- il y a, avec toutes ces aspirations légitimes et bien sûr que tout à fait justes, il y a quand même la faiblesse des institutions en Afrique. Il y a la corruption et l'instabilité économique qui rendent les pays très vulnérables aux coups d'État et aux interventions extérieures. Et pourquoi? Parce que les structures gouvernementales inefficaces et souvent dysfonctionnelles ne parviennent pas à remplir les fonctions de gouvernance de base, créant ainsi un vide de pouvoir comblé par des acteurs, qu'ils soient internes au continent africain ou externes, avec les grandes puissances. Et la corruption sape aussi la confiance dans les institutions gouvernementales et favorise l'allocation des ressources en faveur de groupes restreints, augmentant ainsi les inégalités et l'instabilité sociale. Et puis on a l'instabilité économique, souvent motivée par la dépendance à l'égard des exportations de matières premières. Je crois que c'est ce que vous venez de dire par rapport à l'idée de transformer ces matières premières localement et aussi le manque de diversification économique exacerbe les tensions socio-économiques qui créent un terrain fertile pour les conflits et pour le développement du terrorisme. Et le contexte actuel de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie crée de sérieuses difficultés et de sérieux danger quant à la possibilité que beaucoup de combattants qui sont actuellement dans le Moyen-Orient pourraient être intéressés par un redéploiement dans la région du Sahel, par exemple, ou d'autres régions en Afrique, où où les intérêts de l'impérialisme anglo-saxon et de toute sa périphérie vassale seront en jeu. Alors, comment la recomposition de l'architecture de la gouvernance mondiale autour d'une conception multilatérale tirée par les BRICS, dans le contexte de l'arrivée de Donald Trump et d'une victoire de la Russie en Ukraine, pourrait créer un contexte favorisant le changement pacifique et positif en Afrique? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de combattants, il y a des mercenaires ou des terroristes. Les seuls combattants, peut-être, ce sont ceux qui se combattent pour. Sinon, tous ceux qui viennent d'ailleurs, ce ne sont que des mercenaires. Si vous parlez de ceux qui pourraient revenir en Afrique, je ne pourrais pas les qualifier autres que des mercenaires ou des terroristes à la solde de grandes puissances qui sont utilisés, qui ont été utilisés en Syrie pour faire tomber Bachar el-Assad et qui vivait ailleurs, en Libye, au Soudan ou dans l'Afrique subsaharienne. Secondo, la corruption, elle n'est pas qu'en Afrique, elle est très présente un peu partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Chine, et on ne peut pas dire que la corruption n'existe pas. Même en Russie, elle est là. Si elle n'est pas visible, elle existe. Ouais. Euh, Maintenant, pour venir aux pays africains qui sont justement sujets à ces corruptions, parce qu'il faut dire pourquoi ils sont sujets à la corruption. Au retour, les valeurs humaines africaines s'opposent justement à ce type d'usage qui est la corruption. Mais la corruption a été exportée vers l'Afrique par ces grandes puissances. Ce sont eux qui ont appris aux Africains la corruption. Et pourquoi la corruption? Parce que quand vous arrivez à avoir des États qui sont en faillite, je qualifie État en faillite, c'est un État qui est incapable de couvrir l'ensemble de son territoire sécuritairement. C'est l'État qui est incapable de subvenir aux besoins de son peuple d'une façon permanente et convenable. C'est un État qui ne jouit pas des moyens, de ses propres moyens, et qui dépend totalement d'autres facteurs exogènes, que ce soit
la Banque mondiale ou que ce soit les puissances coloniales ou les multinationales qui les ont poussés à aller vers un endettement C'est sans fin. ce que Et dit l'adage pour- populaire, quand il y a un corrompu, pour qu'il y ait un corrompu, il faut aussi qu'il y ait un corrupteur. Un corrupteur, Exactement, sinon, sinon ça ne marche pas. exactement. Et donc, et de ce fait, cette situation dans laquelle s'est présenté les peuples africains et les responsables africains ont fait qu'ils n'avaient pas le choix. C'était des choix imposés. C'était euh, d'ailleurs euh, gangréné à tous les niveaux. Aussi, les responsables, si je peux vous citer beaucoup de responsables africains qui ont été corrompus, mais qui aussi eux-mêmes cette forme de corruption était différente de ce qu'on peut qualifier de corruption dans l'Occident. C'est parce que eux, ils sont là et s'ils n'acceptent pas la corruption, ils sont évincés, ils sont renversés, ils sont tués et remplacés par celui qui accepte la corruption. Et cette corruption devient un outil entre les mains des multipuissances, des grandes nations, qui ferait l'objet de menaces et qui ferait l'objet aussi surtout de pression pour qu'il euh, soit à la salve de ces nations. Maintenant, effectivement, le monde changeant, il y a une possibilité de vaincre le terrorisme, il y a une possibilité après qu'on chasse, qu'on arrive à chasser toutes les bases militaires occidentales de l'Afrique et barrer le chemin à, à ces multinationales ou à ces nations surtout qui usent le terrorisme à des fins égoïstes, je pense que les États qui arriveront à avoir un meilleur développement économique, un développement durable, puissent barrer le chemin au terrorisme car ils ne l'alimenteront plus. Les gens n'auront plus besoin d'être radicalisés pour subvenir aux besoins de leur famille. Et si cela arrive, donc de plus en plus, l'action terroriste euh, est mise à mal. Donc, et de plus en plus, on peut arriver à éradiquer le terrorisme avec des partenariats internes, avec une conjugaison des efforts africains, avec surtout la mise en place d'un projet soft, car la guerre n'emmène que la guerre, mais avoir le courage de s'ouvrir à une concorde nationale et civile entre les différents acteurs de l'État, c'est la voie sage. Participer globalement et ensemble à un développement local équilibré et équitable entre toutes les populations, oui, former sa propre puissance militaire, donc son armée, avec des partenaires fiables qui viendront aider et non pas coloniser. Donc, je crois que c'est le maître mot pour l'Afrique et les Africains aussi, encore ici. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre émission arrive à sa fin. Abdelkader Soufi, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci.